Merci infiniment, Trisha. Je crois qu'on voit apparaître à l'occasion de ces labyrinthes bureaucratiques une question qui me semble intéressante, qui est celle du destin je dirais, de l'élite architecturale, celle des prix de Rome, celle des architectes des bâtiments civils, les professeurs à l'école des beaux-arts, les membres du Conseil supérieur de l'ordre et des conseils régionaux, les membres de différents comités créés dans le cadre de la reconstruction. Les instances sont vraiment pléthoriques, redondantes, et il serait, à mon avis, assez intéressant, j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait, de faire un véritable tableau des effectifs et de voir comment un nombre assez restreint de personnages, je pense bon, évidemment à Perret, mais aussi à des gens comme Lecomte, je pense à des gens comme Maras, du point de vue de l'urbanisme, se trouvent être finalement les pivots, les chevilles qui connectent toutes ces instances. Et avec leur agenda personnel, leur agenda politique, leur agenda esthétique aussi. Le rôle de Maras est considérable, le rôle de Lecomte ne l'est pas moins, et on les trouve on les trouve comme rapporteurs. Ce sont eux qui systématiquement prennent les rapports et donc orientent les décisions des conseils. Donc il y a là une histoire institutionnelle-personnelle qui, quand on entre dans les textes et quand on en exprime le jus, n'a absolument rien d'ennuyeux. Alors maintenant, prenons la direction de la Bretagne avec Daniel Le Coëdic et voyons donc un cas tout à fait particulier d'interaction entre idéologie politique et architecture. Bien, effectivement, en Bretagne, durant la guerre, le débat d'idées sur l'architecture et sur ses institutions fut largement tributaire des idéologies régionalistes, autonomistes, voire séparatistes qui s'étaient régulièrement affermies depuis la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas ici le moment, bien sûr, de retracer finement la genèse de ce courant de pensée, toujours très controversé d'ailleurs, mais il faut quand même donner quelques clés, je pense, pour comprendre la période de la guerre. Ce mouvement plongeait ses racines dans ce que nous appelons aujourd'hui le bretonisme, qui anima les sociétés savantes dès leur création. Il s'agissait pour elles, selon la formule de la Borderie, de démontrer que la Bretagne constituait un peuple, une nation, une société à part. Ce monde, d'abord constitué d'érudits, s'était progressivement élargi et démocratisé, notamment à partir de 1898, où fut créée l'Union régionaliste bretonne, première société régionaliste en France à se réclamer explicitement de ce concept qui était en pleine expansion. Mais dès avant la Grande Guerre, ce monde qui était relativement compassé et nostalgique, qui avait mis, notons-le, l'architecture en tête de ses préoccupations dès 1905, avait connu la surenchère. 1911 avait vu ainsi la création d'un opuscule intitulé « Pour le séparatisme, manifeste du Parti nationaliste breton ». Mais ce parti éphémère, et ce programme rédigé par 6 agitateurs d'idées, connus pour leur goût de la provocation, n'avait guère retenu l'intérêt ni été pris au sérieux. Il en alla tout autrement en 1919, quand des jeunes gens qui appartiennent à ce que l'on appelle souvent aujourd'hui la génération inutile, qui auraient été animés par un complexe de Mars, c'est-à-dire qui, adolescents pendant la guerre et ne l'ayant pas faite, ne pouvaient pas s'en réclamer, et auraient été en quête de compas de compensation. Et ce mouvement breton qui va trouver là un nouveau départ serait en partie le fruit de cette caractéristique. Alors en 1919 sera créé le groupe régionaliste breton qui sera immédiatement mué en Unvaniez et Onkisbreis, la langue bretonne va reprendre de l'allan, et qui deviendra en 1927 le parti autonomiste breton. Il attira de très nombreux intellectuels et beaucoup d'artistes, et eut d'ailleurs à sa tête 2 architectes, en la personne de Maurice Marchal et d'Olivier Mordrel. Dans leur presse, qui sera abondante, Breisatow, Goualarn, Cornoc, ces 2 architectes en permanence mettront en relation la construction d'une nation et la construction des édifices qui la représenteraient. Mais notons que leurs articles étaient très sophistiqués, originaux, bien informés des expériences étrangères.
Ils développèrent ainsi, contre l'idée reçue, l'idée que le régionalisme architectural était le fruit d'un centralisme, devançant ainsi le concept de faux évolutionnisme qui sera mis en avant par Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Ils préconisèrent l'adhésion à une modernité franche et vigoureuse, comprise comme la nécessité de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur une nappe blanche, mais sur laquelle les atavismes viendraient à nouveau inscrire des particularités, mais largement imprévisibles, et en tout cas à ne pas rechercher du côté de la société paysanne en déshérence. Ce mouvement a été rapidement miné par des querelles de personnes, des différences idéologiques aussi, et en 1931 s'est séparé en deux mouvements. L'un s'appellera à nouveau, second du nom, le Parti nationaliste breton. Il regroupera les ultras, très influencés par l'exemple irlandais, prêts à profiter des circonstances et pourquoi pas d'une aide de l'Allemagne qui leur sera proposée dès 1934. De l'autre côté, la Ligue fédéraliste de Bretagne, qui, elle, sera inspirée par les mouvements planistes, et spécialement par Philippe Lamour, avec lesquels ils seront en contact. Notons qu'il n'existera pas d'étanchéité véritable entre ces mouvements. Les uns et les autres se retrouveront, où il y aura des transfuges, bien sûr, mais certaines entreprises, comme la réalisation du pavillon de la Bretagne à l'exposition internationale de 1937, sera l'occasion de faire travailler ensemble les principaux contributeurs de ces deux mouvements. La guerre, elle, accentuera immédiatement les clivages en deux camps. Ceux qui interprétèrent la bienveillance allemande à l'encontre de tout ce qui s'appelle l'unité de la France comme les prémices d'une indépendance. Ceux-là, d'ailleurs, feront solennellement une déclaration en ce sens le 3 juillet 1940. Et de l'autre côté, ceux qui se satisfont de la promesse faite ce même mois de juillet 1940 par le maréchal de ressusciter les provinces. Alors, l'architecture et les architectes revinrent dans les préoccupations de ces deux camps au cours du premier semestre de 1941. L'Ordre des architectes, sa création plutôt, sera l'occasion, bien sûr, de venir sur ce terrain. L'Ordre dont on sait qu'il fut créé le 31 décembre 1940, mais en revanche, les nominations au Conseil supérieur de l'Ordre et dans les conseils régionaux n'intervinrent que le 20 mai 1941. Et immédiatement, l'Heure bretonne, qui était l'organe du Parti nationaliste breton, dénoncera la présence de nombreux hors-venus dans ce conseil et entrera en guerre donc contre lui. Le 4 juin, la nomination de René Legrand comme président de ce conseil régional décupla la hargne des nationalistes les plus durs. Pourquoi ? Parce que, bien qu'installé à Quimper depuis 1925, il était parisien de naissance, ce qui était une tare évidemment rédhibitoire. Legrand ne supporta pas cette campagne et démissionna 3 semaines après sa nomination. Le 4 juillet, il fut remplacé par Georges-Robert Lefort, tout aussi parisien que son prédécesseur. La campagne donc contre la suprématie parisienne reprit dans l'Heure bretonne, mais aussi dans La Bretagne, qui est un journal autonomiste plus modéré, mais qui rejoignit les nationalistes durs pour cette dénonciation. Mais Lefort était d'une autre trempe que Legrand. Il était installé en Bretagne depuis 1904, il était directeur de l'école régionale d'architecture de Rennes depuis 1935, il avait une pointure nationale, il avait été vice-président de la Société centrale des architectes, il était le fondateur et le premier président de la Mutuelle des architectes français, il avait donc l'étoffe pour résister, ce qu'il fit, et il fit même mieux et davantage. Il entra volontairement en conflit contre le secrétariat d'État à l'Éducation nationale et à la jeunesse, qui avait autorité sur l'Ordre des architectes, refusant de faire prêter serment sur le formulaire d'adhésion qui demandait « Êtes-vous arien ?», ce qui lui paraissait odieux, et il réussit, avec l'aide du bâtonnier de l'Ordre des avocats et du premier président de la Cour d'appel de Rennes, à faire valoir un obstacle juridique à la prestation de serment qui nécessita une modification de la loi du 31 décembre 1940, modification qui fut apportée le 8 octobre 1941. Lefort écrivit alors à Louis Hautecoeur, secrétaire général des Beaux-Arts, pour lui indiquer qu'il obtempérerait, mais en continuant à désapprouver la procédure. La réponse vint le 31 octobre de la plume du secrétaire d'État lui-même, Jérôme Carcopino, qui exigea sa démission. Jacques Duvaux, qui était le président de la Société des architectes diplômés par le gouvernement avant-guerre, fut chargé d'une ambassade en Bretagne pour démêler cet écheveau, et il suggéra la nomination du Nantais René Ménard,
qui, en décembre 1941, devient donc le 3e président du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne en 6 mois. Ménard ne serait pas contesté en tant que personne, mais pour autant, le Conseil régional n'en avait pas fini avec le mouvement breton. Il fut en butte très rapidement avec un organisme créé en octobre 1942 par l'État français, qui n'eut pas d'équivalent ailleurs en France et qui fut qualifié par son dernier président, d'ailleurs, de fantaisie administrative. Il s'agissait du Comité consultatif de Bretagne. L'initiative en revenait au préfet régional, Jean Quennette, qui avait été installé le 16 juin 1942 avec comme première mission d'apaiser les esprits, de calmer la situation bretonne que son prédécesseur avait largement envenimée en refusant tout accommodement avec les plus modérés des régionalistes, et il avait renforcé, en fin de compte, les ultras. En août 1942, 2 mois après sa nomination, le préfet Quennette réunit une poignée d'intellectuels et d'artistes pour s'ouvrir de son intention de solliciter de l'État français la création pour la Bretagne donc d'un comité consultatif réunissant les représentants des grandes associations culturelles qui était, de son point de vue, et il avait tout à fait raison, l'antichambre des mouvements autonomistes et nationalistes, pensant ainsi isoler ces dernières de leurs sources. Pour mettre en œuvre cette stratégie, le préfet misa principalement sur André Desarrois. André Desarrois était une grande figure, ancien directeur de la Revue de l'Art, conservateur du Musée du Jeu de Paume, directeur de la Fondation Blumenthal, mais aussi ardent soutien à la cause bretonne. Et c'est lui qui, aux côtés du préfet, va construire ce comité consultatif. Et le préfet demandera à Abel Bonnard, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, qu'il soit même désigné comme le représentant du ministre au sein de ce comité pour pouvoir en suivre les développements. Alors Desarrois, à ce titre, fut particulièrement actif et se préoccupa spécialement d'architecture. Il fit constamment cause commune avec un de ses amis personnels, qui était James Bouillet, qui, au sein de ce comité, représentait le Blooindruk, qui était une association catholique créée par l'abbé Jan Vary Perrott pour défendre l'identité bretonne, et spécialement la langue, et ils s'assignèrent tous les deux, en colloque singulier, au travers de leur correspondance, 3 buts principaux. Faire en sorte que le Comité consultatif de Bretagne exerce une tutelle sur le Conseil régional de l'Ordre des architectes, soit consulté sur la nomination des architectes et des urbanistes qui seraient en charge du relèvement des villes sinistrées, et enfin fixe les canons d'une production architecturale appropriée à la Bretagne. Dès sa première intervention en ce sens, Desarrois fut particulièrement virulent à l'encontre du Conseil régional de l'Ordre, l'accusant d'être servile vis-à-vis de Paris, d'écarter les architectes militants de la cause bretonne et aussi de relayer implicitement le mépris que le Conseil supérieur de l'Ordre aurait professé pour le régionalisme architectural. Le 18 décembre, après cette intervention, le comité donc décide de confier à Desarrois le soin de rédiger un rapport sur l'architecture bretonne et les architectes de Bretagne. Rédiger ce rapport nécessitait des auditions. Les premières auront lieu en mars 1943. Seront ce jour-là auditionnés le vice-président du Conseil régional, le président ne peut pas venir, les gares de Nantes et de Rennes ont été bombardées, et aussi Robert Ozel, qui est à Rennes depuis 3 mois, comme représentant du commissariat technique à la reconstruction immobilière, où il représente en permanence Joseph Marrast, dont on vient de parler. À l'occasion de son audition, la loi va réfuter l'idée d'une soumission à Paris et d'un ostracisme à l'encontre des militants, mais il va admettre son inquiétude sur 2 points. D'une part, le régionalisme architectural lui paraît bien être l'objet d'un discrédit, et d'autre part, surtout, pourrait-on dire, il s'insurge contre les récentes nominations, Maton à Brest, Toury à Lorient, Ozel qui sera auditionné quelques heures plus tard. Aucun des architectes nommés n'est breton, ce qui lui paraît insupportable, mais sur des bases corporatistes beaucoup plus qu'idéologiques. Dans ces 2 cas de figure, on notera le régionalisme d'une part et la nomination des architectes d'autre part, qu'on est hors des attributions du Conseil régional de l'Ordre, ce qui va confirmer le Comité consultatif de Bretagne dans l'idée qu'il faut un organisme aux plus larges prérogatives, incluant une tutelle sur l'Ordre, pour mener ce combat, lui, évidemment. Et on notera aussi le retour en grâce du régionalisme. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été vigoureusement combattu par Marchal et Mordrel, mais en fait, cette
inversion de la tendance s'était dessinée dès 1932, sans doute le poids de la crise, le désenchantement de la modernité, mais évidemment, pendant la guerre, d'autres arguments sont venus, esquissés par Camille Mauclerc dès avant le conflit. En août 1942, par exemple, l'heure bretonne, sous la plume de quelqu'un qu'on n'a pas pu identifier, qui utilise le pseudonyme de Le Squarn, la grande oreille, eh bien, dénonce le style caisse à savon qui a sévi dans la grande série dans la République des Soviets et les constructions prônées par la juiverie internationale. Le régionalisme eut aussi, pendant la guerre, un autre soutien venu des milieux autonomistes, mais aussi qui s'était constitué dans un organisme associatif, celui-là, l'Institut celtique de Bretagne, Fram Celtic Brace, qui était un organisme très curieux par la largeur, disons, de son recrutement. Et il avait été imaginé par René-Yves Creston dans une période tout à fait particulière. René-Yves Creston était un peintre, d'une part, devenu ethnologue, mais aussi fondateur du mouvement des Zeisbreurs, qui était un mouvement d'intellectuels et d'artistes qui avait une réelle influence en Bretagne. Creston avait été incarcéré à la prison de Fresnes du 11 février au 12 juin 1941 pour son appartenance au groupe du Musée de l'Homme, l'un des premiers réseaux de résistance à s'être constitué en France. Bien, on notera au passage cette complexité à situer les personnages. Creston en est, je dirais, la personnification, lui qui va donc participer à l'un des premiers réseaux de résistance, qui sera arrêté à ce titre, mais qui sera aussi libéré grâce à l'intervention de quelques-uns de ses amis qui avaient des relations très étroites avec l'occupant. Et à partir de là, il se consacrera intégralement à l'action bretonne. Donc on voit que certains, et désarroi et de cela, eh bien, auront beaucoup de mal à établir la ligne qu'il faudra tenir. Alors, l'Institut celtique de Bretagne avait été présenté, lui, à Rennes dès octobre 1941, et ses missions avaient été précisées à l'occasion d'une emphatique semaine celtique qui s'était tenue à ce moment-là. Ses buts, rassembler et coordonner toutes les forces intellectuelles pour préparer la résurrection de la province de Bretagne dans le domaine des arts, des lettres et des sciences, mûrir tous les thèmes dont auraient la charge les futurs responsables politiques et administratifs de la Bretagne autonome. Cette commission organisait cet institut, divisée elle-même en sections. L'une était consacrée spécifiquement à l'architecture, présidée par Yves Aymar, l'architecte de la ville de Saint-Malo, mais deux autres sections se préoccupaient d'architecture, celle qui était vouée a priori aux monuments historiques et aux sites de Bretagne, que présidait André Desarrois, qui publiera cet opuscule à cette occasion, et celle qui était consacrée à l'ethnologie et au musée, dans laquelle siégeait Georges-Henri Rivière, donc le directeur du musée des arts et traditions populaires. Le premier congrès s'était tenu à Nantes et à Rennes en 1942, alternativement à Nantes et à Rennes. Les problèmes de suprématie comme capitale de la Bretagne de ces deux villes avaient trouvé là une résolution. Et c'est Maurice Marchal qui avait été chargé du discours introductif précisant ce que devait être une architecture bretonne. Et là, avec beaucoup de circonlocutions, cet architecte qui avait été dans les années 20 et au début des années 30 un ardent défenseur de la modernité, eh bien, s'était fait le zélateur du régionalisme. À la décharge de Marchal, on pourrait dire que c'était l'air du temps qui était aux attitudes timorées et aux propos convenus, ce qu'avait démontré la première manifestation d'importance du commissariat technique à la reconstruction immobilière, qui avait résidé dans des concours d'études provinciales, reprenant le modèle d'un concours fameux de 1917 pour définir l'esprit des reconstructions à venir. La Bretagne aura un concours spécial et différé en raison des turbulences que nous avons évoquées précédemment. Mais, quelles que soient les régions, le règlement de ces concours appelait inexorablement l'historicisme et le régionalisme, qui avaient d'ailleurs déjà été plébiscités dans les précoces propositions pour le relèvement des villes du Val-de-Loire, dont on parlera plus loin dans la journée. En Bretagne, non seulement le concours, je l'ai dit, a été différé, mais il fut l'objet d'une contestation, cette fois-ci sur des bases qui peuvent constituer ce que nous allons appeler à partir de ce moment des alliances objectives qui vont réunir ceux qui défendent des points de vue corporatistes et ceux qui sont adhérents à cette idée bretonne qui fait le titre de la communication. Le Conseil régional de l'Ordre des architectes devait désigner un architecte au jury de ces concours d'études provinciales. Il désigna
Georges Robert Lefort. Évidemment, c'était une provocation. Immédiatement, l'heure bretonne monta à nouveau au créneau, et ce qui lui valut une réplique du Conseil régional qui était extrêmement ambiguë. Bien sûr, l'heure bretonne dénonçait les positions odieuses prises contre Lefort, mais simultanément disait que c'était d'autant plus regrettable que chacun s'accordait à reconnaître que l'article de presse en question était très juste dans sa première partie. Alors, quelle était cette première partie ? Eh bien, cette première partie, elle s'insurgeait contre un fait qui avait déjà fait l'objet d'une querelle en 1937 pour la réalisation du pavillon de la Bretagne, à savoir que tous ceux qui pouvaient concourir n'étaient astreints ni à une résidence en Bretagne, et encore moins au fait d'être bretons. Autrement dit, les hors-venus que dénonçait perpétuellement l'heure bretonne étaient en situation de gagner ces concours. Et de fait, la crainte pouvait être avivée par l'examen des 162 candidatures qui furent déposées, et même sur le fait que parmi les 24 qui furent retenus pour le deuxième étage de ce concours en 2 degrés, eh bien, 10 seulement étaient domiciliés en Bretagne. Alors, mérite ou diplomatie, le jury désigna néanmoins des architectes bretons comme lauréats, mais ce qui ne suffit nullement à calmer la hargne des milieux autonomistes et nationalistes. Et rejoint cette fois-ci par le Conseil régional de l'ordre, dont le corporatisme est mis à mal depuis un certain temps, nous l'avons vu. Mais d'autres vont revenir dans le jeu. Creston, fondateur donc de l'Institut celtique de Bretagne, n'avait pas été retenu pour siéger au comité consultatif, ce qui avait provoqué bien sûr son amertume, et il sentit là qu'il y avait une possibilité pour revenir dans le jeu. Et le 23 mai 1943, il convia sur du papier en tête et des Haysbreurs et de l'Institut celtique de Bretagne tous les architectes et entrepreneurs qui pouvaient se rendre à Rennes à un grand meeting qui se tiendrait au Parlement de Bretagne. Et à l'issue de ce meeting, où l'on dénonça bien sûr toute cette mainmise parisienne sur la reconstruction, eh bien, il fit circuler une pétition demandant, je cite, à la préfecture régionale de veiller que nul plan de reconstruction, nulle commande ne soit confiée à des organismes, à des entreprises ou des personnes étrangères au pays, avant d'avoir examiné s'il n'était pas possible de confier ces plans et ces reconstructions à des Bretons. 13 architectes signèrent immédiatement cette pétition, avant que le Conseil régional de l'ordre n'y mette le holà, embarrassé par cette entreprise qui le contournait. Il y eut un débat au sein du Conseil régional. Le président Ménard était partisan d'empêcher les architectes de signer cette pétition, mais le vice-président Laloy, lui, était partisan, au contraire, d'aller dans ce sens. Alors, on trouvera une mesure de conciliation. Il sera décidé que les architectes ne signeraient pas cette pétition, mais que le Conseil régional de l'ordre enverrait à la préfecture un courrier reprenant exactement ces termes pour en appuyer donc le sens et les intentions. Ce que nous venons de qualifier d'alliance objective va se retrouver dans un autre domaine, qui est ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de la Jean-Louis Cohen, qui est celui de la normalisation et de la préfabrication. On sait qu'il existait depuis mars 1942 un commissariat à la normalisation. Ce commissariat va venir sur le terrain des édifices et de la reconstruction en 1943, et c'est André Lecomte qui sera chargé d'orchestrer véritablement cette campagne d'information et d'adhésion à la préfabrication. Alors, il le fera, je dirais, depuis les haut-parleurs classiques qu'étaient les grandes associations et les grands organismes professionnels, mais il demandera aussi aux conseils régionaux de l'ordre des architectes de relayer cette propagande. Et là encore, nouveau débat en Bretagne. Ménard, le président, toujours aux ordres, était partisan d'accepter. Laloy, vice-président, était partisan de refuser. Il va mener une fronde à nouveau au sein du Conseil régional, et là encore, il aura gain dans cette querelle, d'autant qu'il va recevoir l'appui de l'Institut celtique de Bretagne par la bouche d'Yves Aymard, qui va dénoncer le 23 mai 1943 cette normalisation, cette préfabrication, comprise comme la volonté de liquider les différences régionales. Toujours à l'affût, le Parti nationaliste breton, lui, va abandonner les attitudes qu'il avait précédemment, c'est-à-dire les attaques ad hominem, pour essayer de flatter, dans une sorte de dédiabolisation, les points de vue qui étaient nés hors de son sein. Et donc, voyant ce corporatisme prendre une vigueur toute particulière, il va lancer un grand mouvement par l'intermédiaire de sa section économique, la Kevren Anarbouel-Erez, qui va appeler à la constitution d'un front breton des architectes, qui n'aura d'écho véritablement d'ailleurs que dans le Morbihan, où se constituera un groupe
qui deviendra fameux plus tard quand il signera la fameuse pétition contre la cité radieuse de Marseille, signée par l'unanimité des architectes du Morbihan, moins un, qui était Georges Beauvire. Alors, autre alliance objective autour de l'urbanisme. Effectivement, le commissariat technique à la reconstruction immobilière disait qu'il y avait des architectes en Bretagne, mais pas d'urbanistes, et justifiait ainsi le choix d'architectes hors venus pour les reconstructions. Et donc, le comité consultatif de Bretagne, s'émouvant de cette situation et de ces arguments, eh bien, demande à ce que soit créé un enseignement de l'urbanisme au sein de l'école régionale d'architecture à Rennes. Et il est aussitôt appuyé par le Conseil régional de l'Ordre, nouvelle alliance de circonstances. Le préfet de région approuve et le recteur d'académie se déclare disposé à étudier cette formule. Dans l'attente, le comité consultatif va décider d'octroyer 4 bourses à des jeunes architectes bretons pour qu'ils puissent aller à l'Institut d'urbanisme de Paris et bien se former à cette discipline, avec en contrepartie de cette bourse l'obligation de servir la Bretagne pendant 5 années. Alors, l'Institut celtique et le comité consultatif se payèrent d'illusions jusqu'au dernier jour de l'occupation. L'Institut celtique tint son dernier congrès à Rennes du 17 au 20 mai 1944, devant une assistance nombreuse. Le comité consultatif, lui, tiendra son ultime séance plénière le 20 juillet 1944. Le 4 août, Rennes était libérée et on installait le jour même Victor Le Gorgeux comme commissaire régional de la République. Le comité consultatif de Bretagne, qui estimait n'avoir nullement failli, demanda officiellement une audience au commissaire régional et en proclamant, je le cite, son loyalisme à l'égard de tout gouvernement français légitime investi de l'autorité publique sur le territoire breton, ce qu'avait été de son point de vue l'État français qu'il avait créé. La réponse fut une vague d'arrestations de la quasi-totalité de ses membres, qui n'épargna d'ailleurs pas André Desarrois, qui serait réhabilité quelques années plus tard. Alors, tout fut-il, j'en viens à la conclusion, tout fut-il alors balayé des élaborations de ces 4 années où l'idée bretonne s'était exprimée de façon débridée? Alors, en fait, bien peu de choses avaient été obtenues. En dépit de quelques accointances et des tentatives pour nouer de façon circonstancielle ces alliances objectives, le comité consultatif de Bretagne n'avait nullement réussi à obtenir une tutelle sur le Conseil régional de l'Ordre, et le Conseil supérieur s'était même, joué de cette revendication. On le voit très bien au travers des nominations partielles qui eurent lieu pendant la guerre, qui n'allèrent jamais dans le sens, d'une satisfaction donnée au comité consultatif. Alors, seul acquis peut-être la promesse vaguement tenue faite par Prosper Jardin, qui était le représentant du préfet de région au sein du comité consultatif, promesse faite le 20 juin 1943, qu'un Breton serait adjoint dans chaque ville à l'urbaniste étranger à la Bretagne qui aurait été désigné. Vaguement tenu, disais-je, car ces désignations furent cauteuses et souvent provisoires. François Herre, par exemple, qui était morlaisien, fut nommé inspecteur adjoint à l'urbanisme pour la Bretagne en doublon d'Ozel, mais en 1944, il serait nommé architecte en chef adjoint pour la reconstruction de Rouen. Il quittera donc Rennes et ne sera pas remplacé. André Guilloux fut pressenti pour seconder le Maresquier pour le relèvement de Saint-Nazaire, mais en 1946, le Maresquier l'écarta au bénéfice d'André Demure. En fin de compte, seul Paul Lindu, qui devait être adjoint à l'architecte en chef de la reconstruction de Lorient, Toury, resta en selle et eut la responsabilité du relèvement de 13 communes du groupement d'urbanisme de Lorient. Alors, quant à la répartition de la commande pour le relèvement des édifices sinistrés, elle ne témoigna d'aucun ostracisme à l'encontre des architectes hors venus, et on a eu même affaire à une transhumance en sens inverse de celle qu'on avait connue en 1919, où les architectes bretons étaient partis dans le nord et dans l'est pour relever les villes et les édifices sinistrés. Cette fois-ci, de très nombreux architectes vinrent se fixer en Bretagne. Et pour ce qui est de l'écriture architecturale, et ce sera le terme de cette communication, hormis le cas très spécial de Saint-Malo sur lequel je ne peux m'attarder, l'idée qu'elle puisse exprimer une quelconque particularité fut bannie. Robert Lebout, par exemple, qui était l'architecte en chef pour la reconstruction des villes sinistrées, des villes et villages sinistrés des Côtes-d'Armor, écrivit à tous les architectes concernés pour les mettre en garde contre le pittoresque, qu'il ne fallait surtout pas vouloir, disait-il dans ce courrier. Alors il y aura néanmoins quelques touches discrètes de régionalisme, notamment dans le relèvement de l'Orient. En fin de compte, il faudra attendre nettement plus tard pour que cette idée mûrie pendant la guerre retrouve son actualité.
En 1960, les directions départementales de l'équipement de Bretagne écriront à tous les géomètres experts, qui étaient les concepteurs exclusifs à l'époque des lotissements, pour leur proposer un cahier des charges et un règlement type pour les lotissements, qui, dans son article 8, disait « Les constructions seront de style spécifiquement régional ». La dénonciation du régionalisme comme outil sournois d'un centralisme trouvait là certainement une certaine actualité, mais Mordrel et Marchal ne pouvaient pas, cette fois-ci, la formuler. Le premier, condamné à mort par contumace, attendait en Argentine la fin des 30 années qui mettraient fin à cet exil et lui vaudrait la prescription. Quant au second, interdit de séjour en Bretagne, frappé d'indignité nationale, il était devenu ouvrier à la compagnie des compteurs à gaz à Paris, mais de là, il pouvait peut-être savourer ironiquement le triomphe de son œuvre de jeunesse, dessinée en 1925, le Gwenadu, le drapeau breton qui flotte aujourd'hui sur tous les édifices publics de Bretagne. Je vous remercie.